Ok, aujourd'hui j'aimerais parler d'intelligence artificielle et expliquer pourquoi pour l'instant elles ne sont pas ubiquitaires au minimum dans leur intégration à l'intérieur des workflows applicatifs, c'est-à-dire pourquoi on utilise souvent les IA pour générer du code, mais rarement comme bloc de base qui est intégré à l'intérieur du code, c'est-à-dire à l'intérieur de l'application. Donc ce que je vais faire, c'est simplement poser le problème pour qu'il soit évident qu'il y a un problème. Donc imaginons un programme informatique composé de plusieurs fonctions qui sont représentées ici avec des carrés, c'est-à-dire des espèces de blocs de base algorithmiques qui prennent une entrée et qui ont une sortie. Donc on a A, B, C et D comme blocs de base, d'accord ? Et chacun de ces blocs est un algorithme qui a été écrit, en tout cas c'est un algorithme. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter cet algorithme à une fréquence d'horloge d'ordinateur classique, donc 1 GHz. Ok ? Donc ce workflow sera exécuté 1 milliard de fois par seconde. Ce qui veut dire en fait que si on veut que ça reste fiable pendant plus d'une seconde, il nous faut un niveau de fiabilité extrême de chacun de ces blocs. C'est-à-dire qu'il faut être sûr que ça va fonctionner parce qu'on va tourner ce bloc 1 milliard de fois par seconde. Donc au bout de 10 secondes, on a fait le tour 10 milliards de fois. On a fait 10 milliards de fois cette opération. Donc si les données d'entrée changent, il faut être sûr que le programme continue de fonctionner. Donc ça nous impose en fait ce genre de choses, et ce qu'on retrouve régulièrement en informatique, des niveaux de fiabilité extrêmes. Comment on va faire pour les blocs usuels? Comment on fait, disons, avant l'ère de l'IA? C'est que A, B, D sont des choses qui sont prouvées, ou au minimum review par un être humain qui va lire le code, et par récursion, par induction, on va prouver dans sa tête que la structure même du code, qui est une preuve mathématique, c'est par l'isomorphisme de Curie-Howard, fonctionne, et donc on sait pertinemment qu'on n'a pas besoin de tester toutes les entrées de A pour savoir que A va effectivement fonctionner pour toutes les entrées de A. Et ça, c'est quand même un énorme avantage, puisqu'on peut prouver que quelque chose fonctionne sans avoir à le tester. Et c'est tout l'intérêt de faire des reviews de code, etc. Donc ça, c'est l'ère, disons, avant les IA. Qu'est-ce que ça change l'IA? Alors l'IA, déjà, c'est pas un bloc qui change fondamentalement quelque chose, c'est-à-dire que ça reste un programme. Tous ces blocs sont des programmes. P0, P1, P2, P3. Il n'y a pas de différence fondamentale entre toutes ces exécutions de programmes. Il n'y a pas de différence. Une IA, en fait, se décrit non pas par le résultat, mais par son processus pour arriver au programme. C'est vraiment là qu'est la différence, c'est pas dans le résultat. Le résultat, c'est comme le reste, c'est un programme usuel. Donc en fait, quelle est la différence fondamentale? C'est que pour l'IA, c'est du code généré. Et c'est du code généré, si vous avez vu ma précédente vidéo, par des données. C'est-à-dire que personne n'a review le code, on a donné des données, un petit algorithme, une fonction d'entraînement, on a tout mélangé, et à la sortie, on obtient un programme, et on ne sait pas ce qu'il fait. Donc ce que ça implique, ce code généré qui n'a jamais été review et qui a été généré par des données, c'est qu'on est en face d'une boîte noire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas que fait cette fonction C. On ne sait pas ce que fait ce programme. A priori, en tout cas, de faire son analyse. Puisque personne ne l'a jamais écrit, ça a été écrit automatiquement par des données. Donc comment on va faire pour savoir si ce code généré va pouvoir fonctionner à un sectoriage de 1 milliard de fois par seconde? Parce que c'est quand même ce qu'on a besoin pour pouvoir l'intégrer dans l'application et être sûr que ça fonctionne. Il y a deux possibilités en fait. Possibilité A, c'est celle qu'on entend assez régulièrement, c'est de faire des tests. Et ça vraiment c'est la raison pour laquelle je veux faire cette vidéo, parce que cette idée, selon laquelle on va tester des IA en vérifiant que ça fonctionne en testant, c'est risible. Donc je vais expliquer pourquoi. Donc ça c'est l'option A, on va faire des tests et on va tester en fait que oui ou non ça fonctionne quand on donne des données d'entrée. Donc il faut quand même se rendre compte que si on veut faire fonctionner cette application en 10 secondes, sur des données d'entrée qu'on connaît, pendant ces 10 secondes, il nous faut 10 milliards de tests. Ok ? Et ça, c'est si on veut faire sur 10 secondes. Si on veut faire le cas normal, c'est-à-dire on ne connaît pas les données d'entrée, je vais vous montrer combien ça fait de tests à faire. L'option 2, c'est induction, récursion, récursivité. C'est-à-dire, on va prouver par la lecture du code, par la structure du code, parce que ça reste du code, c'est du programme, il n'y a pas de magie,
que ça fonctionne. Option A, il faut quand même se rendre compte d'un truc. Disons qu'on a 300 bits en entrée, ok, qui rentrent dans C et qui sortent. Donc ces 300 bits, en fait, c'est l'espace des possibles. On a 300 bits qu'on peut agencer comme on veut. C'est des 0 et des 1, donc 300 0 et 1 alignés. Et on peut les faire flipper comme on veut de 0 à 1, et ça va être ce qui va être passé en entrée de cette fonction. Ok. Combien ça fait, ça, de tests à faire? Ça fait 2 puissance 300 tests à faire. Ce qui est égal à 10 puissance 90 tests à faire. Je ne l'ai pas fait de tête, je l'avais noté avant. Hein. Il n'y a pas de trucage. Donc, 10 puissance 90 tests à faire pour, on rappelle, un 300 bits d'entrée, c'est pas des bytes, 300 bits d'entrée, ce qui représente rien. Ce qui représente vraiment rien. Au niveau une fonction qui prend 300 bits en entrée, c'est ridicule. Donc, ça, c'est plus de tests à faire que de nombre d'atomes dans l'univers observable, ok? C'est plus de tests à faire que de nombre d'atomes dans l'univers observable. Pour 300 bits. Donc il faut se rendre compte que si on se dit on va faire le test pour être sûr que l'IA fonctionne dans notre workflow pendant 10 secondes, et on ne connaît pas les données d'entrée, il nous faut faire 10 puissance 90 tests. C'est ça l'esprit brute force qui est souvent en fait mentionné, en fait, qu'on imagine au minimum. Parce que les chercheurs, évidemment, ils ne sont pas débiles, ils n'ont pas besoin de ma vidéo pour comprendre qu'il va falloir s'intéresser à B. Et donc voilà, c'est en tout cas au minimum la situation actuelle, qui est que voilà le problème de fiabilité sur lequel on fait face. Ce qui veut dire en fait que on va très vite transitionner vers une situation où si on veut intégrer l'intelligence artificielle directement dans des workflows, il va falloir quitter le monde de la magie, quitter le monde du marketing, quitter l'idée que est-ce que l'IA est consciente ou pas, et quitter en fait toute cette espèce de non-sens dans lequel on est, retourner sur Terre et de se dire en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder la structure de ces intelligences artificielles, regarder comment elles fonctionnent à l'intérieur, analyser les différents neurones, faire des groupements de comment ils s'agencent durant l'entraînement, faire des groupements des chirurgies qui peuvent être effectuées sur les neurones de ces IA après l'entraînement, et on va s'intéresser à ça. Et c'est une fois qu'on s'intéresse à ça, qu'on commence à mettre des mécanismes pour faire de la preuve automatique, accélérée par l'IA, ce qu'on veut, qu'on va réussir à faire quelque chose qui reste fiable, malgré le fait que le code ait été généré. C'est-à-dire on va faire la génération de code, étape 2, ou pendant la génération, preuve, structure, etc. Et en fait, je suis pas en train de dire quelque chose qui est, qui est foncièrement nouveau. C'est-à-dire que les gens savent. Ils n'ont pas besoin de ma vidéo pour comprendre ça. Ceux qui travaillent sur l'IA font déjà ça, ils commencent déjà à s'intéresser à la structure. Donc ce que je dis simplement, c'est voilà ce qui risque d'arriver de plus en plus, c'est qu'on va quitter le monde de la boîte noire, quitter le monde de la magie, retourner au fait que c'est. La seule différence, c'est le processus qui permet d'obtenir C, mais à la fin, on obtient toujours un programme classique. Donc ce programme classique, il va falloir l'analyser et être sûr qu'il fonctionne pour pouvoir l'intégrer de façon fiable dans des workflows. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette question qui est en fait, quel est le problème de fiabilité actuel? Pourquoi on ne peut pas se limiter à s'amuser à lancer des tests les uns après les autres pour voir si ça fonctionne un peu au pif? Et quelle est la solution qui est déjà en fait en train d'être mise en œuvre par un peu tout le monde? Et en fait, cette perception des choses, cette espèce ce petit raisonnement sympa, ça vient d'Edgar Dijkstra. En tout cas, il avait fait un raisonnement un peu similaire, c'était pas par rapport à l'IA, mais donc j'ai un peu repris ce qu'il avait fait pour faire cette vidéo, quoi.